Rentable, fiable, innovant. Ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin. Dans vos poches. Bonjour et bienvenue à l'édition numéro 3 de Dans vos poches. Francis Gosselin, ça me fait plaisir d'être avec vous. J'imagine que vous avez entendu parler de piscine cette semaine. Évidemment, le gouvernement de la CAQ et la nouvelle ministre Geneviève Guilbeault a décidé de proroger d'1 an l'obligation de se conformer à la nouvelle réglementation en matière de clôture autour des piscines. Ça a fait bien des mécontents. Vous pouvez imaginer au cours des dernières semaines. Évidemment, tout le monde est toujours à la dernière minute dans ces affaires-là, mais beaucoup de gens, justement, étant à la dernière minute, ont dépensé, dans certains cas, des milliers et des milliers de dollars. Il y en a qui ont emprunté de l'argent. Il y en a qui ont juste décidé d'enlever la piscine de la cour arrière, sachant qu'il y aurait 1 an de plus pour en profiter et peut-être ne l'auraient-ils pas fait. Et donc, l'enjeu n'est pas le nouveau règlement. L'enjeu, évidemment, c'est qu'à quelques heures de la fin, on a décidé finalement de donner 1 an de plus. Et donc, beaucoup de mécontentement. Tout ça, évidemment, symptomatique d'un gouvernement là, qui a bien de la misère à garder ses promesses, à garder ses engagements. On succombe constamment, on fait du va-et-vient, on essaye d'écouter la population, mais sur les mauvais sujets, au mauvais moment. Et puis, évidemment, ce qui est un peu drôle, c'est que la nouvelle obligation de se conformer à la réglementation sur les piscines vient maintenant à échéance le 30 septembre 2026, quelques jours à peine avant les prochaines élections provinciales qui auront lieu le 5 octobre 2026. Donc, peut-être que ce sera la fin du règlement et la fin de la coalition Avenir Québec en même temps. Sinon, quelques brèves pour vous. Mark Carney a fait un petit déplacement au Mexique ces derniers jours. Il a rencontré Claudia Sheinbaum, l'idée étant de commencer déjà les négociations avec notre partenaire dans l'entente Canada-États-Unis-Mexique. On sait bien évidemment que les États-Unis de Donald Trump vont être incontournables, mais si on pouvait avoir une forme de pré-entente Canada-Mexique, ce serait déjà ça de gagner. Donc, on va voir s'il y a d'autres retombées, mais il y a des ministres là, de l'agriculture, des finances là, qui ont été dépêchés pour continuer d'entretenir la relation avec nos homologues mexicains. Sinon, dans le dossier du TGV, là, qui doit peut-être un jour, qui sait, relier Québec à Toronto, il y a des offres qui ont été déposées et celle qui a été retenue là, pour une des phases préliminaires, selon certains journalistes, serait à un prix trop beau pour être vrai, c'est-à-dire que peut-être que le fournisseur, là, qui est un consortium, aurait volontairement mis un prix beaucoup plus bas que ce que ça coûtera réellement, avec évidemment l'intention derrière de dire on va faire un addendum, on va faire une exception, on va rajouter, et donc de gagner à un prix volontairement en deçà de la valeur réelle pour finalement se faire rajouter des millions et des millions et des millions. On n'a pas été capable, tous ceux qui ont demandé étaient capables d'avoir les détails de comment ça avait été, on était arrivé à ce chiffre, et donc certains anticipent qu'il y aurait peut-être là, un peu anguille sous roche. Le projet de loi 101, à ne pas confondre avec la loi 101 évidemment, un projet de loi qui vise à obliger les syndicats à divulguer, à rendre transparents leurs états financiers et les chiffres qui les touchent. Évidemment, on sait avec la formule RAND au Québec que si vous appartenez à un syndicat, notamment dans le milieu de la construction, vous avez l'obligation de cotiser à un syndicat. Donc, ce n'est que normal qu'en tant que membre cotisant qui paye à chaque paye son membership à un syndicat, on puisse avoir accès aux chiffres, hein, évidemment. On sait que ces derniers mois et ces dernières années, plusieurs scandales ont éclaté, notamment sur la façon dont l'argent des cotisants était dépensé. Là, toutes sortes de fêtes, là, des véhicules personnels privés payés à même le syndicat, des verres d'alcool, des voyages, un peu d'abus, évidemment, manifestement. Je suis pas certain que ce soit la norme, mais quand même, d'avoir un peu de transparence, ça va faire le plus grand bien à cet univers-là. Certains syndicats allèguent que s'ils ont l'obligation de tout dévoiler, ça va donner un avantage concurrentiel à leurs rivaux. Hein. On sait que dans plusieurs secteurs, il y a ce qu'on appelle du maraudage, c'est-à-dire qu'à intervalles réguliers, on peut se voler des membres, et donc d'avoir accès aux chiffres de ses rivaux, ça permet peut-être d'avoir certaines stratégies attractives, mais encore, que voulez-vous? C'est ainsi qu'est fait la compétition dans ce monde. Et finalement, j'ai signé un texte récemment sur le chômage des jeunes, et ça a fait beaucoup réagir. Vous savez que les jeunes de moins de 24 ans ont un taux de chômage actuellement au Canada de 15%, et quand on décortique, c'est pire encore. Les plus jeunes, là, les 15-19, sont à 21%. C'est un jeune sur 5 qui cherche
du travail et est incapable de se placer. J'en ai d'ailleurs parlé avec Richard Martineau, dont le fils se cherche du travail. Si vous êtes un employeur et que vous nous écoutez, écrivez à Richard, il attend votre appel. Chez les jeunes un peu plus âgés, de 20 à 24 ans, le taux de chômage tombe à 11 %, mais c'est quand même très, très, très élevé. Et une information intéressante qui m'a été soumise, là, partagée par un collègue au journal, c'est qu'en fait, à l'époque, à une certaine époque, en tout cas, c'était plutôt les jeunes sans formation, sans diplomation qui étaient les principales et les premières victimes du chômage massif chez les jeunes. Eh bien, c'est quand même étonnant, mais les jeunes diplômés universitaires sont aussi aux prises avec des taux de chômage records actuellement. Donc, ça touche vraiment tous les niveaux de compétences, tous les niveaux de formation. Il y a quelque chose d'un peu inquiétant là-dedans, c'est-à-dire que des jeunes qui ne travaillent pas, ben déjà, c'est des jeunes qui flânent, qui ne font rien, qui font d'autres choses, mais surtout dans une perspective de dans 5, dans 10 ans, un jeune qui ne travaille pas aujourd'hui, c'est un jeune qui n'aura pas acquis la rigueur, la discipline de travailler, de se présenter à l'heure au travail. Et donc, ça ne fera pas des enfants forts, comme on dit chez nous, dans une décennie. Donc, il y a urgence à ce qu'on mette en place des mesures, peut-être d'encourager les employeurs à en embaucher davantage avec des petites mesures fiscales, peut-être faire des campagnes de promotion pour embaucher les jeunes, peut-être d'inciter les jeunes à se lancer en affaires, hein, tondre des gazons, laver des voitures, laver des vitres. Ça fait partie d'un travail. On est auto-stimulé à le faire peut-être. Puis ça va jusqu'au gardiennage, promener des chiens, etc. Il y a tellement de petites tâches pour lesquelles il est possible de gagner de l'argent en 2025. Donc, si vous êtes parent, n'hésitez pas. Puis si vous avez des commentaires, évidemment, vous nous écrivez. Ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Si vous avez des enjeux avec vos enfants qui traînent à la maison, vous pouvez m'écrire francis.gosselin@québécoismedia.com. On se retrouve dans un instant avec P. aux apparts. Dans vos poches. L'intelligence artificielle est déjà dans nos vies, hein, vous le savez, dans nos téléphones, dans nos logiciels, dans nos entreprises. Certains l'utilisent beaucoup, d'autres beaucoup moins, mais chose certaine, à l'échelle des pays, il y a certains qui ont pris beaucoup d'avance, les États-Unis évidemment, mais d'autres ont beaucoup investi là-dedans. On voyait un classement récemment qui situait le Luxembourg, tout petit pays d'Europe, devant le Canada en matière d'investissement en intelligence artificielle. Pierre-Olivier, tu as fait un texte là-dessus, à savoir, est-ce que le Canada est en train d'accumuler un retard irrécupérable en matière d'IA? C'est la question que je pose cette semaine parce que pendant des années, on s'est fait dire, Francis, que Montréal était une plaque tournante de l'intelligence artificielle, qu'on avait des chercheurs de pointe, ce qui n'est pas faux, qu'on avait la possibilité de déployer des logiciels d'intelligence artificielle et un peu de faire la leçon au reste du monde. Mais le constat, il est brutal. Toutes les études récentes démontrent que le Canada traîne la patte en matière d'intelligence artificielle. Et je pense que le réveil collectif, on doit l'avoir plus tôt que tard. Je vais te raconter une anecdote. La semaine dernière, malheureusement, je suis passé par la case de l'urgence à l'hôpital, une petite entorse lombaire, et comme des milliers de Québécois chaque année, j'ai attendu quelques heures à l'urgence. Et au moment, bien étendu sur ma civière, au moment où le rideau s'est tiré et que le médecin m'a dit bonjour, la deuxième chose qu'il m'a mentionné, c'est « Êtes-vous d'accord à ce que j'utilise un logiciel d'intelligence artificielle pour enregistrer notre conversation et ensuite faire mon rapport médical? » C'est plutôt bon. Ah, c'est plutôt excellent. Et là, je lui ai fait la remarque, je lui ai dit, je suis encouragé de voir que dans le réseau de la santé, on adopte ces technologies d'IA générative, mais en même temps, je suis bien conscient que ce médecin-là, il fait partie des 21% des travailleurs canadiens qui utilisent l'IA générative au travail. 21% au Canada. Alors qu'en ce moment, aux États-Unis, on est déjà autour de 45% des travailleurs qui utilisent l'IA dans leur milieu de travail. C'est dire à quel point, même si les technologies sont, j'ai envie de dire, embryonnaires, même si on est tout début, on accuse un retard qui est important. Et ça, c'est selon une étude de l'Université Stanford et de la Banque mondiale. Il y a comme deux choses dans ce que tu dis. Il y a, évidemment, on sait, le Canada, le Québec a investi des centaines de millions de dollars dans cette industrie-là depuis quelques années. Puis on semble pas vraiment voir, pour l'instant, du moins, les fruits de ces investissements-là. Mais fait qu'il y a le volet comme faire de l'IA, c'est-à-dire avoir des entreprises, des leaders de marché, puis il y a utiliser l'IA, qui ça, c'est toi, moi, ceux qui nous écoutent, plus un usage au quotidien. Est-ce que tu vois comme un lien entre ces deux phénomènes ou ces deux univers-là? Pas nécessairement, mais je pense quand même qu'au stade de développement actuel de la technologie, le fait qu'on ne soit peut-être pas des early adopters, comme on dit, des utilisateurs précoces, ça fait en sorte que
on n'est peut-être pas en milieu d'entreprise assez outillé pour identifier les possibilités que l'intelligence artificielle nous offre. T'sais, au quotidien, j'utilise des outils comme ChatGPT pour résumer des rapports trimestriels, des rapports financiers. Midjourney m'aide pour générer des images et des graphiques. Notebook LM pour résumer des vidéos sur des plateformes de diffusion. Donc, moi, je les utilise à un potentiel que j'estime, mettons, à 5 sur 10. Maintenant, si on parle des investissements en intelligence artificielle, chaque jour, Francis, tu es à même de le témoigner, tu surveilles les actualités financières et économiques. Je veux dire, il n'y a pas une journée où on ne parle pas de milliards ou de billions, c'est-à-dire de milliers de milliards de dollars d'investissement en intelligence artificielle aux États-Unis. Nos voisins américains sont dans un TGV en ce moment, que ce soit le gouvernement américain qui a investi 11 milliards de dollars dans Intel, NVIDIA qui a annoncé cette semaine un investissement de 100 milliards de dollars dans OpenAI, la maison mère de ChatGPT. Ouais. Je veux dire, des annonces à coût de milliards, de centaines et de milliers de milliards, c'est au quotidien. Si bien que je lisais un rapport cette semaine qui faisait état des dépenses en intelligence artificielle aux États-Unis, là, en pourcentage du PIB, puis je ne veux pas mêler personne, là, mais si on prend les investissements de l'IA et qu'on les compare à l'ensemble de la création de richesse de la première puissance mondiale, c'est-à-dire les États-Unis, on est à 1,2 % du PIB. C'est énorme. Un tel rythme de dépenses, alors qu'on se lance dans l'IA, je veux dire, ça nous ramène au 19e siècle quand on était en train de bâtir les chemins de fer en Amérique. La machine à vapeur. Mais justement, tu cites plusieurs exemples. Puis bon, mettons de côté le cas d'Intel, là, parce que c'était un peu comme une lubie de Donald Trump. Puis j'ai l'impression que c'est comme un peu un point en dehors de la norme. Mais ceux que tu cites, puis moi, ce que je vois beaucoup, c'est Microsoft, Apple, Google, Facebook, Nvidia, on n'en parle pas évidemment, OpenAI qui est un peu au milieu de tout ça. Ce sont des investissements privés. Au Canada, moi, ce que j'ai beaucoup entendu, c'est Justin Trudeau, puis maintenant Mark Carney, François Legault, Rob Ford. C'est beaucoup de l'argent public. Puis bon, évidemment, j'ai rien contre, mais à quelque part, il semble pas y avoir tant d'appétit. Puis tu parles quand même de montants là, qui sont faramineux. Il semble pas y avoir beaucoup d'appétit du privé au Canada pour se lancer à ce point là-dedans. Pourquoi tu penses qu'on est attentiste comme ça, que le gouvernement vienne nous dire, pointer la direction du vent? C'est un peu particulier quand même, non? Tu marques un excellent point en démontrant qu'aux États-Unis, les investissements privés se calculent en gonzillions, comme dirait notre ami Richard Martineau. Ouais. Mais le problème au Canada, c'est pas que les investissements en IA sont insuffisants, c'est que les investissements, point, sont insuffisants. Stéphane Marion et Mathieu Arsenault, les économistes de la Banque nationale, très récemment, parlaient de l'effondrement de l'investissement privé au Canada. Si on regarde les investissements privés hors de la construction résidentielle, je veux dire, le graphique, c'est un escalier qui s'en va en descendant depuis une décennie. C'est profondément alarmant. Et quand on regarde les chiffres du PIB du dernier trimestre, les investissements en équipement et en machinerie au Canada se sont effondrés, en recul de plus de 30 %. Donc, imagine, on n'investit pas en automatisation, en robotisation, en machinerie et en équipement. On est encore plus loin d'investir dans des technologies comme l'intelligence artificielle. Et attention, je sais qu'encore une fois, il y a des entreprises qui font leurs efforts, et des efforts remarquables. Je cite dans ma chronique de cette semaine l'exemple de Nationex, qui a installé l'intelligence artificielle dans sa logistique. Nationex fait de la livraison de colis. Ouais. Donc, ils ont optimisé leur trajet grâce à l'intelligence artificielle. Donc, on sait par exemple que le vendredi fou s'en vient, il va pleuvoir, le taux de chômage est à tant de pourcentage. L'algorithme, lui, permet d'optimiser les opérations. Aéromag, à l'aéroport Montréal-Trudeau, qui fait du dégivrage d'avions. Écoute, j'ai un dégivreur qui m'a écrit à la suite de la publication de ma chronique en me disant « C'est incroyable ce qu'on est en train de faire. L'IA permet en moyenne de sauver 1 à 2 minutes pour dégivrer un avion à Montréal-Trudeau. » C'est un logiciel comme Waze un peu, mais qui apprend et selon les besoins en glycol, qui est la matière pour dégivrer l'avion, il y a un calibrage qui se fait de façon automatique. Sur 1 an, on économise 140 heures de dégivrage à Montréal-Trudeau. 1,2 million de dollars d'économie. Ça paraît rien,
Mais c'est ce genre d'initiatives porteuses qui, à mon humble avis, sont insuffisantes à l'heure actuelle au Québec et au Canada. Écoute, très intéressant tout ça. D'ailleurs, je voulais te mentionner, là, parce que je t'ai lu, évidemment, puis j'ai eu la chance de rencontrer la présidente directrice générale de Nationex il n'y a pas très longtemps. Hein, Catherine Pinard. Catherine Pinard, puis ils font plein de choses. Puis, tu sais, un autre sujet entre toi et moi, là, ils ont électrifié une grosse partie de leur flotte de camions. Puis elle était entre nous deux. C'est-à-dire qu'elle reconnaissait que c'était pas simple, mais avec des économies quand même substantielles. Mais bon, un apprentissage là, pour cette entreprise-là qui, effectivement, investit beaucoup en innovation puis dans les technologies de pointe. T'allais dire, P.O.? Mais un dernier mot sur Catherine Pinard et Nationex. Parce que je parlais à Mme Pinard la semaine dernière, puis elle me parlait d'un outil d'intelligence artificielle qui permet de faire des entrevues d'embauche. Et ils sont en train d'implanter ça. Et je te dis, j'étais subjugué. L'IA, donc une voix artificielle, passe en entrevue une centaine de candidats en une demi-heure, simultanément. Et l'IA est en mesure de rédiger un premier rapport. Est-ce que c'est ce profil-là convient au travail? Est-ce qu'il ne conviendrait peut-être pas à une autre tâche? Il peut synthétiser, faire un classement des employés. Je me dis, bon, tu vois, ce sont les premiers balbutiements de profonds bouleversements dans le secteur des ressources humaines, assurément. Peut-être qu'on va voir Pierre-Olivier Zappa conduire un camion bientôt, mesdames et messieurs. Merci à toi d'avoir été avec nous. Merci à toi, Francis. On se retrouve la semaine prochaine. À suivre. À bientôt. Ah, l'argent, ça vous angoisse? Affrontez vos peurs avec le balado Dans vos poches. Francis Gosselin brasse les idées et encaisse les faits. Emmanuel Grill, Ghislaine Larochelle, bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ghislaine, tu as écrit un texte intéressant cette semaine dans le journal. Bon, tu sais que moi, le taux directeur, c'est comme un peu mon... Puis en plus, il y a eu les deux, le Canada-États-Unis, le même jour. Fait que je disais à LCN, c'est comme Noël pour les économistes. Là, on suit ça avec beaucoup d'intérêt. Mais tu as écrit un article, évidemment, tu es notre spécialiste de l'immobilier, en incitant les gens à agir rapidement. Puis je voulais un peu t'entendre pourquoi est-ce que c'est important là, quand le taux baisse comme il vient de le faire, puis dans le contexte économique actuel, pourquoi tu dis qu'il faut agir rapidement? Ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer à l'action, OK? Parce que si tu es très, très proche de renouveler ton hypothèque, c'est le temps d'y aller parce que là, souvent, ça vaut la peine, comme je donnais dans l'article, ça vaut la peine d'aller économiser des sous parce que ton taux d'intérêt baisse, il y a 3 mois de pénalité ou une autre façon de le calculer avec le différentiel de taux, avec l'avant puis le après. Parce que si tu ne sais pas que tu peux économiser, ben il faut que tu fasses un appel, il faut que tu appelles ton banquier, il faut que tu ailles voir un peu plus loin pour savoir exactement est-ce que j'économise ou pas. Là, probablement que suite à mon article, les banquiers, les courtiers hypothécaires ont été super occupés. Là. Ouais, je voulais un peu t'entendre, parce que agir rapidement pour ceux qui sont déjà propriétaires, pour ceux qui veulent acheter, est-ce que ça s'applique, cette notion de rapidité? C'est surtout ceux-là qui sont propriétaires et qui ont un taux fixe. Okay? Parce que si tu as un taux variable, ton taux a baissé, et ça finit là, ça a pris quelques jours et c'était baissé. Dans le cas du taux fixe, ben, c'est d'aller voir, parce qu'on ne sait pas quand va être la prochaine baisse. Est-ce qu'il va en avoir une autre? Est-ce que ça vaut la peine de le faire maintenant? Si tu économises 5 000, 10 000, ben, plus tu le fais rapidement, ben, plus tu peux économiser aussi. Mais justement, parce que là, tu sais, je veux pas faire de prédiction, là, on va garder ça un peu neutre, mais mettons qu'il y avait 2 autres baisses de taux avant la fin de l'année 2025. Est-ce que, justement, on n'est pas mieux d'attendre que d'agir rapidement? Ben, tu peux attendre, oui, mais tu peux agir rapidement puis aller avec un taux variable. Okay. Quand on s'attend qu'il y a des baisses, on savait qu'en 2025, il y aurait des baisses, ben, qu'est-ce que je disais souvent aux gens? Ben, vas-y avec un taux variable, tu vas profiter des baisses et tu vas être capable aussitôt qu'il y a une baisse, ben, t'en profites directement. Mais il y a beaucoup de gens qui sont pas capables de vivre avec ce stress-là, là. Ben, parce que ça peut aussi augmenter. Ça peut aussi augmenter, là. Si ça augmente, mais qu'est-ce qui arrive? Je serai plus capable de payer, ils m'ont fait faillite, etc. Puis là, c'est le petit cerveau, notre petite voix dans notre cerveau, là, qui embarque, là. Le petit hamster, là. Fait que ça, faut faire attention à ça. Moi, je viens d'acheter une maison. J'ai eu 4,09. Wow. C'est un bon taux, je pense. C'est un bon taux, oui. Mais je pense que si ça se poursuit, là, la tendance de la Banque du Canada, ça pourrait baisser en bas de 4, là, probablement cet automne. Là. Exact. Mais t'es-tu en taux variable ou taux fixe? Non, je suis taux fixe, moi, parce que j'ai été échaudé de la dernière fois. Ah, toi aussi, tu n'es... Moi, j'ai vécu le roller coaster. Puis bon, je gagne bien ma vie, je veux dire, mais c'était vraiment, vraiment comme... Il y avait une partie de moi qui était comme...
le principe de payer 6,7 Oui. là, à un moment donné, quand c'était vraiment plus haut, ça me fâchait. Genre, tu sais, c'est des 100 piastres, là. Ça me fâchait comme à un point de vue moral, là, tu sais, que je me trouvais donc tata. Puis je voulais t'entendre parce que historiquement, le taux variable a beaucoup été plus attractif que le taux fixe. Ils ont fait des... J'ai l'impression qu'en ce moment, on est un peu kiff-kiff, là, un petit peu. Là. Donc, c'est proche. C'est proche. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que moi, je recommande le taux variable à cause qu'on s'attend probablement que ça va rebaisser encore. Mais comme tu dis, si tu n'es pas capable de vivre un taux fixe, dans l'immobilier, quand tu achètes du multilogement, je recommande tout le temps d'aller avec un taux fixe parce que tu as tes revenus, tu as tes dépenses, tu fais tes calculs, tu es bloqué pendant 5 ans, il n'y a pas de casse-tête. Oui, tu as peut-être manqué une occasion, mais il y a des revenus qui vont compenser ça. Et c'est pas ton revenu à toi, c'est les revenus du multilogement. Bon, puis sinon, tu parles de rupture anticipée, renégociation. Moi, c'est toujours un univers qui est un peu mystérieux. Tu dis, il y a 3 mois de pénalité. Ça, c'est une façon taux variable. Taux variable? Ils peuvent le calculer dans les deux. Fait que dans le taux variable, c'est 3 mois de pénalité. C'est 3 paiements, là. D'intérêt. D'intérêt, la portion intérêt. Ouais. Sinon, il y a un différentiel de taux. Exact. Puis, ce que je sais, pour l'avoir entendu, moi, ça m'est jamais arrivé, mais des fois, si tu restes avec la même institution financière... Ils peuvent te l'enlever. Ouais, exactement. Mettons que tu décides là, d'acheter une nouvelle maison. OK? Tu achètes une nouvelle maison dans le temps-là. Ben, si tu achètes une nouvelle maison, tu as plus d'hypothèques, ben, ils peuvent annuler la pénalité qu'il va y avoir. Parce que dans le taux fixe, ils vont aller avec soit le 3 mois d'intérêt ou soit la différentielle de taux sur le reste du terme qu'ils vont faire. Et ça, c'est la banque qui choisit. Fait que c'est dur à calculer pour nous autres, sans leur calculateur, de dire lequel je suis mieux de choisir. Fait que c'est pour ça, il faut aller chercher notre banquier, il faut aller chercher notre courtier hypothécaire qui va nous aider là-dessus. Fait que écoutez l'émission puis donner de la job aux banquiers et courtiers, c'est ça un peu la morale de ça. Rapidement, Ghislain, tu sais, bon là on parle de ceux qui ont un renouvellement peut-être comme prochain, mais mettons qu'on a un renouvellement dans 12 mois ou 18 mois ou 24 mois, est-ce qu'on doit quand même prendre une action ou est-ce qu'on est mieux peut-être de la réponse n'est pas facile. Je t'explique. Quand j'ai écrit l'article, on a fait plusieurs scénarios de 12 mois, 18 mois, 24. Et tout dépendant du différentiel de taux d'intérêt, des fois ça vaut à peine, des fois ça vaut pas à peine. Mais tu peux pas le savoir. C'est au cas par cas. Exactement. Tu peux pas le savoir. Ghislain, 1-888. Dernière affaire, parce que quand j'ai lu le titre, moi je pensais que tu t'adressais aux premiers acheteurs. Puis là, tu sais, après j'ai lu le substance, mais parce que évidemment, chaque baisse de taux, ça rend les paiements moins élevés. Exactement. Ouais. Ça, c'est bon pour les gens qui ont déjà acheté. Mais ça fait aussi en sorte que des gens qui sont peut-être à leurs premiers achats, ben là, ils vont dire, ben là, soudainement, le paiement, tu sais, sur cette maison à 400-500 000, ben il est 100-200 pièces de moins. On peut y aller. T'sais. Et donc là, tu as des acheteurs qui entrent sur le marché quand le taux devient plus abordable, puis ça fait augmenter le prix des maisons. Fait que quand je disais juste le titre, je pensais que tu incitais les premiers acheteurs à agir rapidement avant que le prix des maisons augmente. Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que là, on a encore vu cette année là, 11% d'augmentation dans les unifamiliales. Je veux dire, ça va s'arrêter un jour? C'est fou. Mais le problème qu'il y a, Francis, c'est qu'il manque d'inventaire. Ouais. Avant, en 2020, en mars 2020, quand le COVID est arrivé, il y avait 92 000 maisons à vendre sur Centris. Là, on est à peu près à 55-56 000. On n'a pas réussi à remonter l'inventaire. Le plus bas dans le temps du COVID, on est descendu à 32 000. Et là, on est à 56 000. Fait qu'il manque d'inventaire. Il manque de maisons pour monsieur, madame, tout le monde qui veut l'acheter. Fait que c'est sûr que c'est la règle de l'offre et la demande. Hein? T'as pas à me l'expliquer celle-là, mais effectivement, ça fait augmenter les prix. Mais donc, ma réflexion, c'est qu'à un moment donné, là, je comprends l'offre et la demande, mais il y a aussi à un moment donné la vie qui continue. Puis quand tu achètes un bien immobilier, une maison, puis que tes paiements, c'est... À un moment donné, c'était 2 000, puis à un moment donné, c'était 2 500, puis à un moment donné, c'était 3 000, puis à un moment donné, ça va être, tu sais, il n'y aura plus d'acheteurs. Les gens, ils vont pas payer 14 000 par mois pour se loger. Là. Tu comprends ce que je veux dire? À un moment donné, le prix va être tellement élevé que ton coût mensuel va être complètement... Juste la différence. En 1980, tu achetais une maison pour à peu près 70 000, tu avais un revenu de 25 000. Ouais. Là, la moyenne des maisons est rendue à 535 000, puis tu as une moyenne de revenu de 50-55 000. Fait que tu as raison de dire ça. Dans 5-10 ans, qu'est-ce qui va arriver avec les jeunes? Il va y avoir un plafond à un moment donné. Ça ne peut pas continuer d'augmenter à 10 % par année. Il va tout le temps, selon moi, tant qu'on va avoir le problème d'offre,
il va tout le temps avoir un défi. On commence à le voir dans les maisons, plus dans les quartiers moins populaires. Ouais. Là, ça traîne un peu plus sur le marché. Là. Parce que forcément, les gens n'ont pas ces moyens-là de mettre les mises de fonds. Puis les grosses maisons aussi, c'est de plus en plus difficile. Ghislain, merci beaucoup. Au plaisir. Vers Emmanuel Grill. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Bienvenue. Merci. Je ne sais pas si à vous saluer comme ça. On est quasiment en famille maintenant entre nous. Famille élargie. La famille élargie. Oui. La famille de dans vos poches. De dans vos poches. Oui. Tu as écrit un article sur... on parlait des aînés la semaine dernière, puis bon, on peut en reparler, mais je voulais, sur cet article-ci particulier de cette dame là, de 80 ans qui a prêté de l'argent à une de ses filles. Exactement. Et qui... possiblement ne reverra jamais cet argent-là. Clairement. Bon, toutes sortes de considérations personnelles dans lesquelles je veux pas... Mais c'est dangereux parfois de prêter de l'argent à ses proches comme ça. Et tout à fait. Le cas de cette personne sur lequel j'ai écrit, donc elle s'appelle Monique, en fait elle a 80 ans. Elle est veuve et quand elle est devenue veuve, elle a vendu la résidence familiale, ce qui lui a permis de mettre la main sur un bon montant. Avec cet argent-là, elle a décidé de partir en résidence dans une résidence pour aînés, une résidence qui lui plaît, dans laquelle elle se trouve bien. Mais elle en a aussi profité pour donner 50 000 $ à chacun de ses 3 enfants. Pour leur donner un petit coup de... Ce qui était laissant, une grosse partie de ce qu'elle avait. Là, exactement. Donc, il lui restait un petit peu de liquidité, mais pas tant que ça. Et le problème, c'est qu'une de ses filles avait des gros problèmes financiers. Elle n'avait pas accès au crédit parce qu'elle avait déjà fait faillite. Et donc, elle a mis de la pression sur sa mère pour lui prêter davantage d'argent. Et puis, à un moment donné, cette dame s'est endettée à mort. Elle a épuisé toutes ses liquidités. Sur des cartes de crédit. Elle a fait des scénarios. Scénario de cauchemar, des retraits de fonds sur ses cartes de crédit. Donc, avec des taux d'intérêt très, très élevés, parce qu'évidemment, quand on fait des retraits de fonds sur une carte de crédit, les taux d'intérêt sont plus hauts que pour une transaction ordinaire, que pour un achat. Ouais. Et puis, à un moment donné, elle n'a plus été capable de s'en sortir. Cette dame-là a des revenus de pension de 2 500 $ par mois. Les paiements sur ses dettes étaient de 3 000 $ et quelques. Elle s'en sortait plus. Puis, il faut qu'elle se loge, il faut qu'elle se Donc là, malheureusement, elle a dû quitter la fameuse résidence pour aînés qu'elle aimait tellement. Elle est allée... Il y a une de ses filles qui a accepté de la loger en échange d'un petit montant de quelques centaines de dollars pour lui donner un coup de pouce. Mais là, cette dame, elle s'est retrouvée en face d'un endettement inimaginable avec des intérêts qui s'accumulaient. Stress, angoisse, anxiété, dépression. Donc, il y a une amie qui lui a recommandé d'aller chercher de l'aide auprès d'un syndic, d'une firme de syndic. Et là, on lui a proposé deux solutions. En fait, la faillite, qui n'était pas une bonne solution pour elle, mais aussi la proposition de consommateur, qui va lui permettre Explique-moi, justement, je pense, déjà, expliquer peut-être la différence, mais bon, une dame de 80 ans, pourquoi elle ne ferait pas faillite? Qu'est-ce qu'elle a à perdre? Effectivement, ça aurait pu être le cas. Ouais. Mais il faut savoir, pour avoir souvent écrit sur des cas de personnes âgées qui étaient en difficulté, il y en a beaucoup qui refusent la faillite, même si ça pourrait être la solution, la meilleure solution et la moins coûteuse et la plus rapide pour eux. Principe? Par principe. Parce qu'ils veulent rembourser le maximum à leurs créanciers. Et dans le cas de Monique, c'était très particulier parce qu'elle est propriétaire d'une voiture qu'elle veut conserver parce que c'est son autonomie, ce qu'on comprend. Et cette voiture-là, il aurait fallu qu'elle la donne à ses créanciers. Alors, elle préférait payer plus, donc dans le cadre d'une proposition de consommateur, pour pouvoir garder sa voiture. Donc, proposition de consommateur, le principe, c'est qu'habituellement, ça dure 60 mois. Il faut faire des paiements tous les mois. Ouais. Et puis, on va rembourser une part qui est plus élevée des dettes que ce qu'on aurait remboursé avec une faillite. Mais moins que si on se lançait à l'assaut de la totalité des dettes, qui, comme tu dis, dans son cas... Dans son cas, c'était pas possible. C'était pas possible. Écoute, en tout cas, il y aurait j'imagine que les syndics l'ont accompagné là-dedans à trouver la meilleure solution pour elle, incluant cette histoire de voiture. Puis, ça doit faire des drôles de parties de Noël après, quand même. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de parties de Noël chez cette dame. Mais ce que je voulais, juste pour conclure, s'il reste une petite minute, là, ce que je voulais souligner dans le cas de cette personne, c'est que il faut être conscient qu'il y a de plus en plus d'aînés qui ont des difficultés financières. Il y en a 1 sur 3 qui sont dans une situation de précarité financière. Il y en a de plus en plus qui font faillite, qui font des propositions de consommateurs. On en voit de plus en plus souvent chez les syndics de faillite pour une raison simple, c'est que les retraités n'ont pas des revenus élastiques. Puis les retraités qui ont des petits revenus ou des revenus moyens, quand ils se retrouvent dans des situations comme celle qu'on vit actuellement avec les coûts qui ont explosé, l'inflation, etc., ils se retrouvent dans des situations impossibles, ils vont beaucoup s'endetter. Donc moi, si j'ai un conseil à donner pour les gens qui ont des parents vieillissants, c'est essayer de rester au courant de la situation financière de
vos parents pour voir s'ils sont dans le pétrin financièrement, s'ils ont besoin d'aide, s'il faut les référer, par exemple, à un syndic, mais pas nécessairement. Ça peut être un organisme communautaire qui va les aider à faire leur budget. Mais donc, restez vigilants parce qu'il y a aussi des cas de fraude. On en a parlé la semaine dernière. Oui, ben c'est ça, des fraudes auprès des aînés. Là, exactement. Des fois, on exploite un peu la vulnérabilité, l'isolement, la solitude pour essayer d'extirper de l'argent. Des fois, des petites, mais des fois, des assez grosses sommes. Absolument. Aussi, il y a aussi de l'abus financier de la part des proches. Dans le cas de Monique, c'est exactement ce qui est arrivé avec sa fille. Donc, il y a toutes sortes de situations qui font en sorte que les aînés se retrouvent dans des situations de précarité financière qui sont préoccupantes. Et puis, il faut vraiment rester vigilant auprès de ses parents. Et puis, j'aime bien cette idée là, de revenu inélastique, comme tu les nommes. C'est-à-dire, on ne peut pas travailler plus fort. Souvent, à cet âge-là, à 80, là, on ne va pas aller faire des quarts de travail au Tim Hortons. Là. Oui, et puis bien souvent, on n'a plus accès à du crédit qui est moins cher. On a seulement accès à nos cartes de crédit qui coûtent très cher. Puis donc, on se retrouve un peu coincé. Ouais. Puis ça me fait penser, on en avait parlé, je pense, Ghislain, toi et moi, mais notamment dans le cas de personnes âgées, en fait, peu importe l'âge, mais qui sont en copropriété, donc qui sont propriétaires d'une unité de condo, avec tout ce qu'on a discuté là, ces derniers temps là, sur les obligations, frais de condo, mais pire que les frais de condo, j'aurais envie de dire, l'absence de frais de condo et donc, par exemple, des cotisations spéciales. Là, souvent, des gens, moi, j'ai carrément un immeuble là, que je connais bien, où il y a des gens qui ont acheté en 1989 des unités à la livraison de l'immeuble, qui ont payé ça 200 000 $. C'est des magnifiques lofts. Ça vaut 1 million aujourd'hui. Mais tu sais, ils ont peut-être des revenus, eux, de quelqu'un qui avait acheté un truc à 200. Ils ont peut-être 30 000 $ de revenus, mais ils ont une propriété qui vaut très, très cher. Puis là, il n'y a pas de fonds de prévoyance. Fait que là, il faut refaire la toiture, 15 000 $. Tu trouves où cet argent-là? Ils sont obligés de vendre. Absolument. Évidemment, on les plaint pas. Là. Ils ont fait une belle... mais ils sont obligés de quitter leur domicile. Bref, tout ça pour dire. Donc, c'est d'où l'importance d'être prévoyant parfois. Mais il y a beaucoup de gens qui seraient plus capables de racheter leur domicile, leur maison, leur condo, suite à l'augmentation qu'il y a chaque année. Là. Puis les condos, il y a aussi toute la question des assurances. Les assurances des syndicats de copropriété ont littéralement explosé. Fou, hein, comme puis doublé. Il faut aussi constituer un fonds d'auto-assurance. Ça, on parle beaucoup du fonds de prévoyance, mais on parle rarement du fonds d'auto-assurance qui représente, par exemple, dans ma copropriété, on est 3 et le fonds d'auto-assurance qu'on doit constituer est de 10 000 $. On est 3. Ouais. Plus le fonds de prévoyance, plus les inspections, c'est extrêmement difficile. C'est beaucoup d'argent. Oui, c'est beaucoup d'argent. Effectivement, mais encore une fois, il vaut mieux l'anticiper puis en faire des petites mensualités de 100 ou 150 $ que de se retrouver avec une facture de 15 ou 20 000 $ tout d'un coup. Dans vos poches. On termine l'émission avec une invitée qui n'en est pas vraiment une. C'est une habituée de l'univers. Vous la connaissez, Marie-Laurence Delenay, elle est journaliste. Bonjour, Marie-Laurence. Bonjour, merci de me recevoir. C'est un très grand plaisir. Ton article m'a beaucoup interpellé. Tu parles de la rémunération des stagiaires, là, notamment dans des contextes, c'est ça, dans les contextes d'études supérieures, cégep, université. Et ce que tu constates, en fait, une observation un peu choc, c'est que les étudiantes, notamment dans des métiers comme la santé et l'éducation, sont typiquement non rémunérés, alors que dans d'autres métiers, tu cites notamment le génie, il y a des rémunérations liées au stage et donc il y a comme une forte inégalité là, entre les corps de métier. Exactement, et entre les genres, et c'est fou, c'est pas juste des témoignages, là, même s'il y en a beaucoup, c'est vraiment prouvé, les filles sont vraiment désavantagées. On sait qu'il y a une inégalité des salaires au Québec, là, une femme encore, selon les dernières données, c'est en 2023, une femme va gagner 3 $ de moins de l'heure que l'homme pour le même travail. Et là, on se rend compte que ça commence dès le cégep, dès l'université, parce que la plus grande partie des stages qui se font, qui sont obligatoires. Là, on parle vraiment autant au cégep que pour l'université. C'est dans le domaine du public, c'est en éducation, c'est en sciences infirmières, en soins infirmiers, aussi en travail social. Et là, la majorité des étudiants, ce sont des étudiantes qui ne sont pas rémunérées. Et là, il y a 2 types de stages au Québec à l'école. Il y a les stages d'observation et il y a les stages aussi où il y a une mise en valeur des compétences. À l'université, les stages d'observation, c'est juste 3 %. Au cégep, c'est 8 %. Donc, on s'entend que les jeunes travaillent vraiment. Il y a des étudiantes qui vont avoir une classe à elles, il y a des infirmières qui vont vraiment travailler, mais ils sont pas rémunérés. Puis là, on parle vraiment d'un temps plein. C'est pas juste qu'on va remplacer, par exemple, les cours qu'on va faire d'une semaine à l'université. C'est ça, c'est pas 15 heures, c'est des temps pleins. Donc, ils ont moins de temps pour travailler. Ils ont les droits de scolarité à payer, ils ont leur appartement à payer. Ils sortent de l'école endettés.
Et j'ai un exemple d'une endetté pour avoir travaillé. Là, pour avoir travaillé, c'est vraiment le même travail travail qu'ils vont faire. Puis il y a tellement d'exemples qui sont aberrants là-dedans. En fait, il y a une étudiante, entre autres, en travail social qui, elle, me le dit, là, si elle a fait son baccalauréat en travail social, puis quand elle va sortir puis qu'elle va travailler, bien, son salaire, si elle travaille dans le milieu communautaire, ça va être 18 de l'heure. Là. Mais elle va avoir fait 900 heures pas payées. À côté de ça, il y a un étudiant en génie parce que la plus grande partie des stages qui sont rémunérés, c'est du côté des génies, ingénieurs, génie mécanique, etc., etc. La majorité, c'est des gars, c'est 76 % d'hommes environ. Côté éducation, soins infirmiers, c'est 75 % Et les ingénieurs, bien, les gars, eux autres vont être payés. Puis on parle 75 % de femmes. De femmes, exactement. Puis là, les ingénieurs, eux, les gars, vont être payés, on parle de peut-être 25 $ l'heure, 27 $ l'heure. Donc, eux, ils sortent. Il y a un étudiant qui me dit en génie avoir fait 20 000 $ en une année là, de stage. À côté de ça, la fille en travail social, 900 heures, elle va avoir absolument rien fait. Donc, on se rend compte que c'est vraiment une situation... Juste 900 heures, là, c'est carrément 6 mois à temps plein. Là. Exactement. On travaille en moyenne 1800 heures, là, je pense, au Québec. Là. Non, c'est ça. C'est vraiment considéré comme un travail au temps plein. Là. Ouais, c'est fou. Là, c'est ça. Puis avant, il y avait des bourses, les bourses perspectives, entre autres, qui étaient offertes pour les programmes où il y a des pénuries de main-d'œuvre comme éducation, soins infirmiers. Ces bourses-là sont plus offertes. Depuis, en fait, hiver 2025. Donc, c'est sûr qu'il y a vraiment une injustice. Puis, encore une fois, là, il y a un autre exemple qui est un peu... enfin, on peut le questionner, je vais le dire comme ça, là. Une femme, par exemple, qui vient de terminer elle a son diplôme d'études collégiales, donc elle a étudié en soins infirmiers. Elle est membre de l'Ordre des infirmières parce qu'elle est infirmière, donc elle travaille, elle paye son permis. Mais là, elle a commencé des études universitaires. Et là, ses stages en sciences infirmières, ben, elle n'est pas payée. Wow. Elle travaille au même hôpital. Une journée, elle va travailler, elle va être payée. Le lendemain, elle ne sera pas. Puis le stage est obligatoire. C'est ça aussi, il faut le rappeler. C'est pas juste de décider. C'est vraiment... Là, on parle de... C'est pas un truc que tu fais pour le fun. Non. La majorité des stages obligatoires ne sont pas rémunérés et c'est 50% de ces stages-là qui vont se faire du côté de la santé. Et là, encore une fois, les filles, majoritairement, sont pas payées. On s'entend qu'il y a des stages où les filles sont payées. On dit pas que c'est comme ça partout. Puis, c'est comme s'il y a une espèce de consensus à l'effet que ça n'a pas de bon sens, parce que même, il y a des porte-paroles d'université qui nous ont dit, nous, on est en faveur à ce que tous les stagiaires qui font des stages obligatoires, qui travaillent réellement, soient payés. Là, on comprend pas, mais c'est comme le gouvernement qui décide de ça parce que c'est des domaines publics, puis on s'entend que ça coûterait cher au gouvernement. Là, si on parle juste des stages rémunérés, si les stages rémunérés obligatoires étaient rémunérés, ça coûterait peut-être un peu plus de 500 millions au gouvernement. Ouais. Donc, c'est beaucoup. Mais c'est c'est une des choses dont je voulais te parler, parce que c'est quand même, pour moi, ce qui est aussi doublement choquant dans tout ça, c'est que justement, les métiers que tu évoques, travail social, enseignement, santé, c'est des métiers où le public est un acteur important, voire un monopole. On soigne des gens, on s'occupe de gens. Non, et donc, que l'État soit donne pas l'exemple. Ouais, c'est ça, soit un mauvais acteur, un mauvais employeur. Exactement. À cet égard-là, c'est doublement choquant, je trouve, alors que dans le génie, en fait, je sais pas, il y a du génie dans la voirie. Informatique là, aussi. Ce que je veux dire, c'est que le génie, on imagine qu'il y a beaucoup plus de firmes privées, et donc que le privé paye alors que le public paye pas. C'est un peu choquant. Est-ce qu'on évoque comme une réforme de ça? Est-ce qu'il y a des projets de loi? Est-ce que tu quelque chose qui se trame là, pour mettre fin à cette injustice? J'aimerais tellement ça vous dire que oui, sincèrement, parce qu'il y a vraiment une unanimité. Il y a pas mal un consensus à l'effet que ça n'a pas de bon sens. Puis la dernière, l'ancienne ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Derry, avait dit à une certaine époque, il y a peut-être 2 ans environ, qu'elle voulait payer les stages. Puis après ça, finalement, le gouvernement a reculé. Ça avait été annoncé dans le Journal de Montréal, entre autres, là, par notre collègue il y a quelques mois. Et là, j'ai vérifié auprès de la nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur, Martine Biron. Puis en fait, j'ai posé des questions. Pourquoi c'est comme ça? J'aurais aimé ça avoir une réponse un peu plus claire et rationnelle. Est-ce que c'est, je sais pas, est-ce que par exemple, les programmes en santé ou en éducation, ça fait partie de l'apprentissage? Donc, je sais pas. En fait, j'avais aucune idée, mais j'aurais aimé ça avoir une réponse claire. Puis on m'a répondu en disant que le gouvernement avait fait des investissements en santé et en éducation, puis qu'il y avait des bourses aussi. Donc, on n'a vraiment pas répondu à la question. Puis j'ai demandé, par exemple, au Centre de services scolaires de Montréal, qui engage des stagiaires aussi, c'était quoi leur idée par rapport à ça? On nous a renvoyé au ministère de l'Éducation. Le ministère de l'Éducation m'a répondu simplement en disant, le ministère n'est pas responsable de la rémunération des stages. Finalement, il y a juste le ministère de la Santé qui a répondu clairement, renvoie la balle. Tout le monde se renvoie la balle. Le ministère de la Santé a dit simplement, les étudiants sont considérés comme des étudiants et non comme des employés. Il n'est pas prévu de rémunérer les stages. Puis je veux juste rappeler aussi, vous rappelez les formations courtes en construction.
l'année passée. C'était payé, là. C'était 6 mois, 750 par semaine. Ça, il y a même des formations courtes pour les enseignantes parce qu'il y a une pénurie qui sont rémunérées, mais les baccalauréats, les enseignantes, elles ne le sont pas. Et il y a une pénurie dans le domaine de l'éducation. Je vais faire une hypothèse, puis je n'ai pas vérifié cette information-là, mais dans les formations accélérées en construction, il y avait une majorité de messieurs. Exactement. Emmanuel, je disais, avez-vous fait ça, des stages, vous, pendant vos études? Ben là, je n'ose pas trop le dire. Étais-tu rémunéré? Oui, j'étais rémunéré. Je savais. Il y a un point aussi, vous parlez des stages obligatoires, mais il y a aussi tout le volet des stages non obligatoires. Par exemple, il y a des programmes comme psychologie, psychoéducation, on le sait, il faut travailler sur son CV, même quand on est étudiant. Il faut faire de la recherche beaucoup, exactement. Exactement, il faut participer à des stages, mais ces stages-là ne sont pas rémunérés. Par exemple, quand on veut devenir psychologue, maintenant, il faut faire un doctorat. Oui. Pour accéder au doctorat, c'est très, très difficile, il y a très peu de place, donc il faut vraiment travailler sur son CV, faire des stages, faire de la recherche, etc. Mais tout ça, c'est pas rémunéré, et puis ça peut représenter des dizaines d'heures de travail par mois. De plus, tout à fait. De plus, en plus des études, en plus du petit travail à temps partiel qu'ont les étudiants. Donc, c'est sûr que ces stages-là sont pas obligatoires, mais ils sont fortement suggérés si on veut rentrer Surtout au doctorat en psychologie. J'ai une amie fin trentaine qui fait ça, puis on s'entend là. Elle a décidé de se réorienter dans ce domaine-là, donc c'est tout à fait louable. Oui. Mais financièrement, puis ce que tu dois avoir pour te démarquer, parce que c'est vrai que c'est un milieu très, très, très contingenté, c'est sûr que c'est énorme là. Mais on peut se dire, puis c'est vrai que dans ce cas-là aussi, c'est super pertinent, puis c'est quand même une grosse charge dans l'horaire, parce que c'est vrai, les jeunes doivent faire leur devoir aussi. Absolument. Mais là, en plus, c'est que tu dis, si le stage est obligatoire, c'est parce que tu en as besoin pour avoir ton diplôme. Exactement. Et là, tu peux pas payer. Fait que si tu as des parents qui t'aident pas, il faut travailler en plus. Tu te trouves à travailler 7 jours semaine. T'sais. Mais de mon côté, tu vois, je vais me vieillir là, en disant la date, là. Mais on est prêt. En 84, les stages étaient rémunérés en ingénierie. Déjà. Tous mes stages ont été rémunérés. J'ai fait 4 stages. Et c'était des périodes de 4 mois, on était rémunérés. Puis encore aujourd'hui, les stagiaires sont rémunérés. Mais tu l'as bien dit tantôt, c'est le marché, c'est pas le public, c'est le privé qui rémunère les stages. Puis si je me trompe pas, même dans le public, quand elle allait travailler pour le gouvernement, le ministère du Transport, etc., il était rémunéré aussi. C'est juste que c'était pas dans le domaine de la santé. C'est ça. Où il y a plus de femmes, puis en même temps, est-ce que c'est parce que les femmes vont être moins vocales, vont être moins volubiles aussi pour ça. C'est ça qui est dommage. Là, on parle de 1984. C'était déjà comme ça. On est en 2025, puis ils le sont. Les femmes le sont pas. Puis encore une fois, je répète, là, c'est pas. Marie-Laurence et moi, on n'était pas là en 84. Vous étiez pas nés? Il fallait pas que tu dises ça. Moins quelques années, mais ça, je n'étais pas là. C'est lui qui a ouvert la porte, pas moi. Je terminerai peut-être juste là-dessus, mais parce que t'ayant lu, Marie-Laurence, il y a l'inéquité homme-femme, puis elle est inacceptable et il faudrait vraiment que quelqu'un s'y mette. La deuxième dimension, moi, qui me fâche aussi dans tout ça, de manière générale, quand les stages, puis moi, je suis un partisan que tous les stages soient rémunérés, puis sans égard, c'est qu'en fait, ça crée aussi une inégalité entre les gens dont les parents sont fortunés. Exactement. Parce que tu as 900 heures, là, quand tu as un loyer à payer, quand tu habites peut-être chez tes parents. Tellement vrai. C'est sûr que si et tes parents... sors avec un faible salaire. Si tes parents sont pas là. Si tes parents sont là, moi, je viens pas d'une famille riche, mais j'ai des amis, justement, à des stages. Ils en ont fait. Ils ont fait des stages à l'ONU, à New York. Non, mais c'est ça, payé. Ces gens-là, à l'ONU, hein? Je veux dire, c'est sûr, quand tes parents sont millionnaires, tu fais tous les stages que tu veux, tu butines, tu vas fabriquer des maisons en Ouganda. Non, mais je veux dire, puis après, ceux qui viennent de familles moins nantis, ben, Christy, il faut qu'ils travaillent, la petite job-in, puis nanana, puis là, il faut que je fasse un stage, je vais devoir m'endetter ou, travailler très, très fort l'été, mettre de l'argent de côté, jamais sortir, jamais rien faire. Ça crée des inégalités aussi à l'intérieur de la société. Aussi, pour les étudiantes, par exemple, en soins infirmiers, en sciences infirmières pour l'université, là, on me disait que ces filles-là vont à l'école, ne sont pas payées pendant leur stage, mais elles doivent payer le stationnement de l'hôpital. Puis c'est 20 $ par jour. Ils sont pas toujours à cause. Des fois, ils sont envoyés plus loin. C'est pas eux autres qui vont décider. Fait que c'est l'essence aussi. Puis l'appartement continue de se payer et tu as des devoirs en plus. Non, c'est bien fâchant tout ça. Évidemment, on invite les auditeurs à te lire, auditeurs, téléspectateurs. Marie-Laurence Delenay, l'article dans le Journal de Montréal. Sinon, évidemment, si vous avez des questions, si vous souhaitez en savoir davantage, on parle de plein de choses dans vos poches. C'est le fun. On parle à toutes sortes de monde. Fait que si vous avez des informations, vous voulez nous partager des témoignages, je sais que Emmanuel aime ça. Monique
on vous salue. N'hésitez pas à nous écrire au journal directement, à moi. Là, je donne mon courriel francis.gosselin@québécoismedia.com. Je salue l'équipe en régie, Philippe, Jeff, Dominique, merci évidemment pour tout ça, pour la production, le montage, la location des installations. Si ça vous tente de vous lancer votre propre balado, on ne sait jamais, pub@cube.ca. Vous le faites, on n'est pas méchants et on est toujours content de vous lire. Le balado est disponible en audio, en vidéo, sur la chaîne YouTube, sur cube.ca. Puis c'est aussi diffusé à la télé, mesdames et messieurs, le samedi à 7h et le dimanche à 10h. Et donc, on se dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode.